Les rares personnes qui n'avaient pas été lobotomisées ont fui, laissant derrière elles une cité fantôme. Ma famille a croisé le chemin d'un homme que je ne peux qualifier autrement que de monstre déguisé en médecin, un chirurgien obsédé par la lobotomie dans les années 50. J'avais environ 10 ans à l'époque. Mon frère, Eric, était plus âgé de 3 ans. Eric avait toujours été un enfant difficile, sujet à des accès de colère soudains et incontrôlables. Il pouvait être doux et affectueux un moment, puis exploser de rage l'instant d'après, cassant tout ce qui se trouvait à portée de main. Mes parents étaient désemparés, ne sachant pas comment gérer ces crises. Ils l'aimaient profondément, mais la peur de ce qu'il pourrait devenir à mesure qu'il grandirait les rongeait. Un jour, un homme est venu frapper à notre porte. C'était un médecin de renommée, connu pour ses méthodes révolutionnaires en psychiatrie. Il s'appelait le docteur Laurent, un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume impeccable, mais avec quelque chose de profondément dérangeant dans son apparence. Ses yeux, d'un bleu perçant, semblaient sonder chaque personne qu'il croisait, comme s'il cherchait à percer un secret enfoui au plus profond de l'âme. Sa voix était calme, trop calme, avec une froideur qui faisait frissonner. Il était venu parler de mon frère. Quelqu'un, quelque part, lui avait parlé des problèmes d'Eric, et il prétendait avoir une solution pour lui. Une solution radicale, définitive, la lobotomie. Il expliqua à mes parents que cette opération pouvait calmer Eric, le rendre plus docile, plus facile à gérer. Mais même à cet âge, je pouvais sentir que quelque chose ne tournait pas rond chez cet homme. Pendant qu'il parlait, je l'observais attentivement. Ses gestes étaient précis, mais il y avait une sorte de tension sous-jacente, comme s'il se contrôlait pour ne pas exploser. À plusieurs reprises, j'ai vu sa mâchoire se crisper, ses poings se serrer discrètement, comme s'il luttait pour contenir une rage intérieure. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une énergie négative émanant de lui, une sorte de malveillance déguisée en professionnalisme. Laurent a proposé de réaliser l'opération gratuitement, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une opportunité unique. Quand mes parents ont hésité, il a sorti un carnet de chèques et a commencé à écrire, promettant de les payer s'ils acceptaient de faire de mon frère un de ses cas d'études. Il essayait littéralement de les acheter. À ce moment, ma mère a compris que quelque chose n'allait pas. Elle a jeté un regard à mon père, et j'ai vu dans leurs yeux une lueur de compréhension. Cet homme n'était pas là pour aider, il était là pour expérimenter, pour satisfaire une obsession malsaine. Ils ont refusé fermement, le remerciant poliment mais clairement, et ont demandé au docteur de partir. Je me souviens du regard qu'il m'a lancé avant de quitter notre maison. Un regard froid, calculateur, qui m'a fait frissonner jusqu'à la moelle. Ce n'était pas un simple médecin, c'était un prédateur, un monstre en quête de victimes. Pendant des semaines, j'ai eu des cauchemars où je le voyais s'approcher de mon frère avec un pic à glace, son sourire tordu reflétant une jouissance perverse à l'idée de détruire l'esprit d'un enfant. Nous n'avons plus jamais entendu parler de lui après cela, mais des années plus tard, alors que je faisais des recherches sur des histoires similaires, j'ai découvert des récits horribles concernant le docteur Laurent. Il n'avait pas abandonné ses pratiques. Bien au contraire, il avait continué à pratiquer des lobotomies clandestines, souvent sur des patients non consentants. Les victimes étaient laissées dans un état végétatif, incapables de dénoncer leur bourreau. Certaines familles avaient été persuadées par ses promesses, d'autres avaient été payées, tout comme il avait essayé de le faire avec mes parents. Je suis tellement reconnaissant que mes parents aient eu l'intuition de refuser son offre ce jour-là. Si cela n'avait pas été le cas, Eric aurait pu être l'une de ces nombreuses victimes, une de ces âmes brisées, mutilées, réduites à l'état de marionnettes dociles, privées de toute volonté. Aujourd'hui encore, quand je repense à cette rencontre, j'ai des frissons. Je me demande ce qu'il est devenu, s'il a fini par être arrêté, ou s'il a continué ses horreurs jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, je suis convaincu qu'il y avait quelque chose de profondément maléfique en lui, quelque chose qui dépassait le simple sadisme médical. Il avait une aura, une présence qui était presque palpable, et je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi sinistre chez qui que ce soit d'autre. Ce souvenir reste avec moi, une sombre leçon sur la méfiance que l'on doit avoir envers ceux qui prétendent pouvoir réparer les autres par des moyens extrêmes. Certains monstres ne se cachent pas sous nos lits ou dans les placards, mais portent des blouses blanches et prétendent nous guérir.
Si vous avez des expériences similaires ou des pensées sur ce genre de sujet, je serais curieux de les entendre. Cette histoire m'a montré à quel point il est important de faire confiance à son instinct, surtout quand il s'agit de la sécurité de nos proches. La lobotomie était identique mais différente pour chaque patient que je connaissais et qui avait subi l'intervention. Un homme fonctionnait de manière relativement normale et pouvait décrire sa lobotomie avec des détails effrayants. Il est resté dans l'institution psychiatrique jusqu'à la fin de sa vie, mais il avait un emploi de livreur de journaux. Il était amical et sociable et j'ai cru comprendre qu'il n'avait plus de problème de colère, ce qui était l'objectif. Une autre personne que j'ai connue était pratiquement sans défense et a dû être soignée 24 heures sur 24 jusqu'à la fin de sa vie. Un autre pauvre type a été lobotomisé à l'âge de 10 ans pour s'être mal comporté et avoir raté 2 jours de cours. Il semble qu'il se soit assez bien débrouillé avec un peu d'aide de sa famille. Il s'est retrouvé dans une maison de retraite en 1995, à l'âge de 80 ans. Il parlait, mais ne montrait aucune émotion, si ce n'est que quelques sentiments passagers de temps en temps, qui disparaissaient rapidement. Je vais vous parler d'une légende urbaine qui m'a toujours donné des frissons, une histoire qui circule dans les régions désertiques du nord du Mexique. Elle concerne une clinique de réhabilitation perdue dans le désert, un endroit où les criminels les plus dangereux étaient envoyés pour être soignés. Mais ce qui se passait réellement dans cette clinique est bien plus sinistre. Il y a des décennies, selon la légende, une clinique a été établie loin de toute civilisation, au cœur du désert. Le but officiel de cet établissement était de guérir les criminels violents grâce à une méthode radicale, la lobotomie. Le gouvernement aurait soi-disant soutenu cette clinique, croyant que cette pratique pouvait réhabiliter les pires délinquants en les rendant inoffensifs. Mais ceux qui sont allés chercher la clinique, ou qui prétendent avoir été là-bas, racontent une histoire bien différente. D'après les rumeurs, la clinique n'était qu'une façade pour quelque chose de bien plus sombre. Les patients, après avoir subi la lobotomie, n'étaient pas guéris, mais transformés en esclaves obéissants. Dépouillés de leur volonté propre, ils étaient utilisés pour accomplir des tâches inhumaines dans des conditions abominables, servant de main-d'œuvre pour des travaux épuisants et des rituels étranges qui se déroulaient dans les sous-sols de la clinique. Les habitants des villages l'environnant racontent que, les nuits où le vent souffle fort dans le désert, on peut entendre les cris et les lamentations de ces âmes perdues, emportées par les rafales. On dit aussi que la clinique est entourée de mirages, rendant son emplacement impossible à retrouver pour ceux qui cherchent à l'explorer. Certains voyageurs qui se sont aventurés trop loin dans le désert affirment avoir aperçu un bâtiment délabré, mais quand il s'approche, il disparaît comme une illusion. Il y a aussi des histoires de survivants, des personnes qui auraient réussi à échapper à la clinique. Ces rares individus, lorsqu'on les retrouve, sont à peine plus que des coquilles vides, incapables de se souvenir de ce qui leur est arrivé. Ils marmonnent des mots incohérents sur des ombres qui les poursuivent, des mains froides qui les agrippent, et des visages sans yeux qui les observent depuis les murs. Un détail revient souvent dans les récits de cette légende: une fois lobotomisés, les patients étaient marqués d'un symbole étrange, une sorte de croix inversée, gravée sur leur front. Ce symbole, selon les chuchotements, serait lié à des rituels occultes pratiqués par le directeur de la clinique, un homme que personne n'a jamais vu, mais dont on dit qu'il aurait vendu son âme pour obtenir des pouvoirs surnaturels. La légende veut que la clinique soit encore là, quelque part dans le désert, attendant de nouvelles victimes. Et que ceux qui y entrent ne reviennent jamais, ou alors changés à jamais, sans mémoire, sans âme. Cette histoire m'a toujours fasciné et terrifié à la fois. Je ne sais pas si cette clinique existe vraiment, ou si c'est juste un conte pour effrayer les curieux. Mais une chose est sûre, si jamais vous vous aventurez dans les déserts du nord du Mexique et que vous tombez sur un bâtiment étrange au milieu de nulle part, faites demi-tour, et ne regardez pas en arrière. Dans les années 1940 et 1950, le Danemark, comme d'autres pays européens, a adopté la lobotomie comme traitement révolutionnaire pour une variété de troubles mentaux. Ce qui est particulièrement frappant dans le cas du Danemark, c'est l'ampleur avec laquelle cette procédure a été pratiquée. Des milliers de patients, souvent souffrant de troubles relativement mineurs comme la dépression ou l'anxiété, ont été soumis à cette opération radicale. À l'époque, la psychiatrie était encore à ses débuts dans la compréhension des maladies mentales,
et la lobotomie était perçue par certains comme un moyen efficace de calmer les patients agités ou de guérir ceux qui présentaient des symptômes mentaux perturbants. Cependant, les conséquences de cette pratique ont été tragiques. Loin de les guérir, la lobotomie a souvent transformé les patients en êtres apathiques, dépourvus de toute volonté ou émotion. Ces coquilles vides étaient incapables de fonctionner de manière autonome, perdant non seulement leur capacité à interagir normalement avec le monde qui les entourait, mais aussi leur identité même. De nombreuses personnes qui avaient été lobotomisées se sont retrouvées incapables de réaliser les tâches les plus simples, de reconnaître leurs proches ou de vivre une vie digne. Les familles, désemparées face à ce qu'étaient devenus leurs proches, les ont souvent abandonnés dans des institutions psychiatriques. Là, ces patients ont été oubliés, non seulement par leur famille, mais aussi par la société dans son ensemble. Les institutions sont devenues des lieux d'isolement, où les lobotomisés étaient maintenus dans l'ombre, loin des regards, comme des preuves silencieuses des erreurs médicales et de la cruauté de l'époque. Ces hommes et femmes, autrefois pleins de vie, ont fini leurs jours dans des établissements austères, coupés du monde, sans espoir de réhabilitation ou de retour à une vie normale. Howard Duley n'avait que 11 ans la première fois qu'il a rencontré l'homme qui allait changer sa vie. À l'époque, le jeune garçon n'a guère prêté attention à l'étrange monde d'adultes qui l'entourait et aux décisions qui ont été prises à son insu. Il était encore moins conscient des conséquences qu'allait avoir cet entretien avec le docteur Walter Freeman sur sa jeune existence. Howard était un garçon taciturne qui aimait faire du vélo et jouer aux échecs. Il lui arrivait de se disputer avec son frère, de désobéir à son père et de voler des bonbons dans les placards de la cuisine. Il distribuait le journal une fois par semaine et économisait son argent de poche pour s'acheter un tourne-disque. Selon les archives soigneusement rédigées du Dr Freeman, Howard mesurait 1,57 m et pesait 41 kg. Un enfant comme les autres. Howard allait malheureusement devenir exceptionnel. 2 mois à peine après cette première rencontre avec le Dr Freeman, son père et sa belle-mère le font admettre dans un hôpital privé de San José, en Californie. Le 16 décembre 1960, à 13h30, Howard est emmené en salle d'opération et reçoit une série de chocs électriques en guise d'anesthésie. C'est tout ce dont il se souvient. La suite de l'histoire est comme noyée dans une nappe de brouillard. Le lendemain, quand il reprend connaissance, ses yeux sont gonflés et lui font mal et il a une forte fièvre. Il se souvient de terribles maux de tête et de l'inconfort de sa blouse d'hôpital, grande ouverte dans son dos. « J'étais complètement dans le brouillard », raconte-t-il. « Je ressemblais à un zombie, je ne savais pas ce que Freeman m'avait fait. » Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de subir l'une des opérations chirurgicales les plus brutales de l'histoire de la médecine. Il venait d'être lobotomisé et personne, ni sa famille, ni le corps médical, ni les autorités locales, n'avaient fait quoi que ce soit pour empêcher cela. Pis encore, cette opération n'avait visiblement aucune raison d'être. Howard avait de bons motifs d'être parfois absent ou quelque peu agressif. Sa mère était morte d'un cancer alors qu'il avait 5 ans et son père, Rodney, s'était remarié avec une femme froide et intransigeante, prénommée Lou. Le jeune Howard grandit dans un climat de maltraitance psychologique et de négligence quotidienne. De plus en plus convaincu de l'instabilité émotionnelle de son beau-fils, Lou commença à consulter des psychiatres et des spécialistes de la santé mentale avant d'entendre parler du Dr Freeman, médecin renégat désavoué par l'ensemble de ses confrères et qui tenait un cabinet privé à Los Altos, près de San Francisco. Freeman diagnostiqua Howard comme étant schizophrène. 8 semaines après sa première visite chez le Dr Freeman, Howard quitta l'hôpital dans un état d'hébétement. Le rapport de l'établissement indique qu'il avait subi une lobotomie transorbitale. Un instrument long et fin a été introduit dans la partie haute de ses orbites oculaires et mu dans un mouvement circulaire afin de détruire les connexions cérébrales des lobes frontaux. Freeman a facturé cette opération $200. Howard était le plus jeune patient jamais opéré par Freeman. C'est un miracle qu'il ait survécu. Les gens sont sidérés quand ils se rendent compte que la personne à qui ils parlent a subi une lobotomie, explique Howard, 47 ans après son opération, assis sous l'auvent rouillé de sa caravane, dans la banlieue de San José. Ils s'attendent à voir un légume. Cette histoire remonte à 1963, une époque où beaucoup de choses étaient différentes, où l'ignorance et la peur dictaient bien des décisions. Mon ami, que j'appellerai Paul, était quelqu'un d'extraordinaire.
Nous avions grandi ensemble dans une petite ville où tout le monde se connaissait, et dès notre enfance, il était évident que Paul était différent. C'était un garçon sensible, créatif, et incroyablement gentil. Mais dans les années 60, être différent pouvait être une condamnation. Paul était gay, bien que ce mot ne soit presque jamais prononcé à l'époque. Dans notre village conservateur, c'était vu comme une abomination, une maladie à éradiquer. Les parents de Paul étaient des gens stricts, très attachés aux apparences et à ce que leur entourage pensait d'eux. Quand ils ont découvert que leur fils était attiré par les garçons, ils ont réagi avec horreur. Ils ne pouvaient pas accepter ce qu'il était, ils ne voulaient pas comprendre. Pour eux, c'était quelque chose à corriger, à guérir. À cette époque, certains médecins prétendaient pouvoir soigner l'homosexualité avec des méthodes qui, aujourd'hui, nous semblent barbares et inhumaines. Un jour, les parents de Paul ont pris la décision de l'emmener dans un asile psychiatrique. Ils pensaient que les médecins pourraient réparer leur fils, en faire quelqu'un de normal. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Paul m'avait confié sa peur, il m'avait dit qu'il ne voulait pas y aller, qu'il sentait que quelque chose de terrible allait se passer. Mais il était impuissant face à ses parents, face à une société qui le rejetait pour ce qu'il était. Les semaines ont passé, et je n'ai plus eu de nouvelles de Paul. Puis, un jour, j'ai appris la nouvelle. Les médecins avaient proposé à ses parents une lobotomie. Pour eux, c'était la solution ultime, une façon de supprimer ce qu'ils considéraient comme une maladie. Et ses parents, aveuglés par leur peur et leur désir de sauver leur fils, ont accepté sans hésiter. Paul a été emmené dans une salle d'opération froide et stérile, attaché à une table, le cœur battant à tout rompre, la peur visible dans ses yeux. Il ne comprenait pas pourquoi on lui faisait ça, pourquoi ceux qui étaient censés l'aimer l'avaient condamné à ce sort. L'opération a commencé. Les chirurgiens ont utilisé un instrument effrayant, semblable à un pic à glace, pour pénétrer dans son cerveau. Ils ont percé son lobe frontal, censé être la source de ses déviances, sans aucune considération pour sa vie ou son âme. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Le scalpel a pénétré trop profondément, endommageant des zones critiques de son cerveau. Paul a commencé à convulser violemment sur la table, son corps secoué par des spasmes incontrôlables. Le sang a commencé à couler de ses narines et de ses oreilles, tandis que ses yeux se révulsaient. Les médecins ont tenté de le stabiliser, mais il était déjà trop tard. L'hémorragie interne avait commencé à envahir son cerveau, étouffant ses pensées, sa conscience, tout ce qu'il était. En quelques minutes, Paul était mort, son corps encore attaché à la table, son esprit brisé par des hommes qui prétendaient le soigner. Les médecins ont tenté de dissimuler la vérité, parlant d'une complication chirurgicale, mais les faits étaient clairs. Paul était mort parce qu'il était différent, parce que des gens avaient refusé de l'accepter tel qu'il était. Quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, j'étais dévasté. La colère et le chagrin m'ont submergé. Mon ami, quelqu'un que j'aimais comme un frère, avait été sacrifié sur l'autel de l'ignorance et de la peur. Et pourquoi ? Pour une croyance perverse selon laquelle on pouvait effacer l'amour d'une personne en détruisant son cerveau. Les parents de Paul n'ont jamais montré de remords. Peut-être qu'ils croyaient encore avoir fait ce qu'il fallait. Mais pour moi, ils avaient tué leur propre fils, non pas avec un couteau, mais avec leur haine, leur incompréhension. Ils avaient permis à des monstres en blouse blanche de mutiler et de détruire quelqu'un qui méritait d'être aimé, pas effacé. Paul est parti ce jour-là, mais son souvenir ne m'a jamais quitté. Il est devenu pour moi un symbole des horreurs que l'on peut commettre au nom de la normalité. Son histoire est un rappel brutal que l'amour, peu importe sa forme, doit être célébré, pas combattu. Je porte encore en moi la douleur de sa perte, et je sais que je ne l'oublierai jamais. Paul méritait une vie pleine de bonheur, et ils l'ont lui enlevé à cause de leur peur et de leur ignorance. Si son histoire peut servir à quelque chose, j'espère que ce sera pour rappeler à chacun d'entre nous que personne ne mérite d'être mutilé pour ce qu'il est. C'est l'histoire d'une femme que je connaissais bien, une amie proche de mes parents, qui a vu sa vie détruite par une tragédie et une décision médicale qui, à l'époque, semblait être sa seule issue. Élise était une femme douce et aimante, toujours souriante, et très proche de ma famille. Elle venait souvent chez nous pour des dîners ou simplement pour passer du temps avec mes parents. Je me souviens d'elle comme d'une personne pleine de vie, toujours prête à rire et à raconter des histoires.
Elle avait une petite famille parfaite, un mari aimant et 2 enfants adorables. Mais un jour, tout a basculé. Un accident de voiture terrible a emporté toute sa famille. Son mari et ses 2 enfants ont été tués sur le coup. Élise a survécu, mais c'est comme si une partie d'elle-même était morte avec eux ce jour-là. La douleur était insupportable, et elle a sombré dans une dépression profonde. Elle était méconnaissable, enfermée dans un chagrin dont elle ne pouvait s'échapper. Mes parents faisaient de leur mieux pour la soutenir, mais rien ne semblait l'aider. Elle se laissait aller, perdue dans son désespoir, refusant de manger, de parler, de vivre. Elle a fini par consulter des médecins, et à cette époque, les traitements pour la dépression sévère étaient rudimentaires et souvent brutaux. Les médecins lui ont proposé une solution radicale, la lobotomie. Une opération qui, selon eux, pouvait soulager sa souffrance en coupant les émotions qui la dévastaient. Dans son état de détresse, Élise n'a pas hésité. Elle voulait simplement que la douleur cesse, à n'importe quel prix. La lobotomie lui a été présentée comme une porte de sortie, et elle a accepté de subir l'opération. Quelques semaines plus tard, après l'intervention, mes parents l'ont invitée à nouveau chez nous, espérant retrouver un peu de l'Élise qu'ils avaient connue. Mais la femme qui est entrée dans notre maison ce jour-là n'était plus vraiment Élise. Elle ressemblait à celle qu'ils avaient connue, mais il manquait quelque chose de crucial. Je me souviens de l'avoir regardée, essayant de comprendre ce qui avait changé. Elle était là, mais en même temps, elle n'y était pas. Ses yeux, autrefois si brillants et expressifs, étaient vides. Elle répondait aux questions, mais ses réponses étaient monotones, dépourvues de toute émotion. Son visage restait figé, sans sourire, sans tristesse, sans rien. C'était comme si elle était devenue une coquille vide, privée de la capacité de ressentir. Mes parents ont tenté de lui parler comme avant, de la faire rire, de raviver quelque chose en elle, mais il n'y avait plus de réponse. Elle était présente physiquement, mais mentalement, émotionnellement, elle était ailleurs. La lobotomie avait peut-être effacé sa douleur, mais elle avait aussi effacé tout ce qui faisait d'elle une personne vivante. Je n'oublierai jamais le regard de mes parents après son départ ce jour-là. Ils étaient dévastés. Ils avaient espéré qu'elle pourrait un jour se remettre, retrouver un semblant de normalité, mais ils savaient maintenant que cela n'arriverait jamais. Élise n'était plus que l'ombre d'elle-même, et il n'y avait aucun moyen de la ramener. Après cela, Élise s'est progressivement éloignée de tout le monde. Elle a fini par être placée dans une institution, où elle a passé le reste de ses jours, entourée d'autres âmes brisées. Mes parents allaient parfois lui rendre visite, mais ils savaient qu'ils ne la retrouveraient jamais telle qu'elle était avant. Ce n'était plus Élise, mais une existence amputée de toute joie, de toute douleur, de toute humanité. Je voulais partager l'histoire de Rosemary Kennedy, la sœur oubliée de la célèbre famille Kennedy. Rosemary est née en 1918 avec des difficultés intellectuelles qui, à l'époque, étaient mal comprises. En grandissant, elle est devenue de plus en plus imprévisible, ce qui a poussé son père à chercher une solution radicale, la lobotomie. En 1941, à seulement 23 ans, Rosemary a subi cette opération dans l'espoir de calmer ses comportements. Mais l'intervention a été un désastre. Elle est sortie gravement handicapée, incapable de parler ou de marcher correctement. Sa vie a été brisée, et elle a été cachée dans une institution pendant des décennies. Cette histoire montre à quel point les traitements médicaux non éprouvés peuvent être dangereux et comment la stigmatisation des troubles mentaux a conduit à des décisions tragiques. Rosemary Kennedy a été une victime d'une époque qui ne comprenait pas encore pleinement les troubles mentaux, et son histoire doit être connue pour éviter que de telles erreurs se reproduisent. Mon père n'était pas comme les autres quand il était adolescent. Il était un peu rebelle, toujours en train de contester l'autorité, de remettre en question les règles strictes de la société de l'époque. Ce n'était rien de vraiment grave, juste les actions d'un jeune homme qui cherchait sa place dans le monde. Mais à cette époque, dans les années 60, être un rebelle pouvait facilement être perçu comme un signe de maladie mentale, surtout si cela dérangeait les bonnes mœurs de la communauté. Un jour, après une énième dispute avec ses parents et un comportement que ceux-ci ne comprenaient pas, ils ont pris une décision radicale. Inquiets pour son avenir et influencés par les normes sociales de l'époque, ils ont décidé de l'interner dans un hôpital psychiatrique. Ils pensaient qu'il y serait remis sur le droit chemin,
qu'on lui apprendrait à se conformer, à devenir normal. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet endroit n'était pas là pour guérir, mais pour briser les esprits. À son arrivée, mon père a été soumis à des traitements brutaux, des choses qu'il n'aime pas vraiment raconter en détail, mais qui l'ont marqué à jamais. L'une des pires tortures qu'il a endurées, c'était les électrochocs. Il l'attachait à une table, lui mettait des électrodes sur le crâne, et envoyait des décharges électriques à travers son cerveau. Il me disait que chaque session lui donnait l'impression que son esprit était arraché de son corps, que chaque souvenir, chaque pensée était brouillée, écrasée sous l'assaut de l'électricité. Mais ce n'était pas tout. Un jour, alors qu'il était encore sous le choc d'une de ces sessions, il a entendu les médecins parler de lui, comme s'il n'était même pas présent. Ils discutaient de lui faire subir une lobotomie, cette opération terrifiante qui consistait à sectionner une partie du cerveau pour rendre les patients plus dociles, plus faciles à contrôler. Mon père savait ce que cela signifiait. Il avait entendu parler de ceux qui avaient subi cette opération, de ce qu'ils étaient devenus, des coquilles vides, sans âme, sans volonté. C'est là qu'il a compris qu'il devait fuir, coûte que coûte. Pendant des jours, il a planifié son évasion, attendant le moment parfait pour passer à l'action. Il a étudié les horaires des infirmiers, les allées et venues du personnel, et a réussi à cacher une clé qu'il avait volée à l'un des gardiens. Puis, une nuit, profitant de l'obscurité et de la fatigue des surveillants, il a réussi à s'échapper de sa chambre, à déverrouiller une porte secondaire, et à sortir de cet enfer. Il m'a raconté comment il a couru à travers la ville, sans jamais regarder en arrière, son cœur battant à tout rompre, la peur et l'adrénaline le poussant à ne pas s'arrêter. Il a trouvé refuge chez un vieil ami qui l'a aidé à quitter la ville. Quelques jours plus tard, il était déjà loin, de l'autre côté du pays, dans un endroit où personne ne le connaissait, où il pouvait recommencer sa vie. Mon père a réussi à reconstruire sa vie, à devenir quelqu'un de normal, de stable. Mais même aujourd'hui, il y a des moments où le passé refait surface. Parfois, il me dit qu'il a des visions étranges, des fragments de souvenirs qui ne sont pas les siens. C'est comme s'il rêvait éveillé d'une vie qu'il n'a jamais vécue, d'endroits qu'il n'a jamais vus. Il est convaincu que ces visions sont une conséquence des électrochocs qu'il a subis, que les décharges ont endommagé son esprit, laissant des cicatrices invisibles qui, de temps en temps, se manifestent sous forme de ces étranges rêves éveillés. Mais malgré cela, il a toujours été impérément, fort et présent. Ce passé sombre ne l'a pas défini, mais il a laissé une marque indélébile sur lui, un rappel constant de ce qu'il a enduré et de ce qu'il a réussi à surmonter. Chaque fois qu'il me raconte cette histoire, je ressens à la fois de la tristesse et de l'admiration pour l'homme qu'il est devenu, malgré tout ce qu'il a traversé. Je voulais partager cette histoire pour rendre hommage à mon père et pour rappeler à tous combien il est important de ne jamais laisser quelqu'un nous briser, peu importe les épreuves. Mon père a survécu à quelque chose d'atroce, et même s'il porte encore les cicatrices de cette époque, il a prouvé que l'esprit humain est plus fort que n'importe quelle épreuve. J'ai grandi dans les années 90, une époque où l'on passait nos journées dehors à explorer et à chercher des frissons. C'était une période où les légendes urbaines et les histoires de lieux hantés étaient prises très au sérieux, surtout par des adolescents en quête d'adrénaline. Et un jour, mes amis et moi avons trouvé bien plus que ce que nous pouvions imaginer. Ça s'est passé un après-midi d'été. Nous étions un groupe de 4, toujours à la recherche de nouveaux endroits à explorer. Il y avait ce bâtiment à la périphérie de notre petite ville, une vieille structure en pierre, délabrée et envahie par la végétation. Personne ne s'en approchait jamais, et les adultes nous avaient souvent dit de ne pas y aller, mais bien sûr, cela n'a fait qu'attiser notre curiosité. En nous approchant de l'endroit, on a vu que c'était beaucoup plus grand que ce à quoi nous nous attendions. Un immense bâtiment avec des fenêtres brisées, des portes défoncées, et une atmosphère qui mettait mal à l'aise. En entrant, nous avons immédiatement ressenti un froid étrange, un contraste frappant avec la chaleur de l'extérieur. L'endroit était silencieux, mais pas le genre de silence apaisant. C'était oppressant, comme si quelque chose nous observait. En parcourant les couloirs sombres et poussiéreux, nous avons commencé à découvrir des indices sur ce qu'était vraiment cet endroit. Il y avait d'anciennes plaques rouillées sur les murs, avec des mots comme « bloc opératoire »,« salle de traitement ». Nous avons trouvé des chambres avec des lits d'hôpital rouillés, des matelas en lambeaux, et des fauteuils en cuir cloutés de ceintures pour retenir les patients. C'était de plus en plus évident que cet endroit avait autrefois été un asile.
Puis, dans une pièce au fond d'un long couloir, nous avons découvert ce qui nous a glacé le sang. Sur une vieille table chirurgicale, il y avait des instruments chirurgicaux rouillés, encore en place, comme s'ils avaient été abandonnés en plein milieu d'une opération. Parmi eux, il y avait un pic à glace, l'outil emblématique des lobotomies. En regardant de plus près, nous avons vu des taches de sang séchées sur la table et sur le sol, brunies par le temps mais encore horriblement visibles. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris où nous étions. J'avais déjà entendu parler des lobotomies expérimentales, ces pratiques barbares où l'on perforait le cerveau pour soigner les troubles mentaux. Et maintenant, nous étions dans un endroit où ces horreurs avaient réellement eu lieu. Nous avons tous ressenti un malaise intense, comme si les murs eux-mêmes retenaient la douleur et le désespoir des anciens patients. À un moment, alors que nous étions sur le point de partir, l'un de mes amis a juré avoir entendu un murmure, un gémissement étouffé venant d'une des chambres. Nous avons tous figé, nos cœurs battant à tout rompre. La peur nous a envahis, et nous nous sommes précipités vers la sortie sans même nous retourner. En quittant le bâtiment, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une silhouette à travers une fenêtre brisée, un visage pâle et tourmenté, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à sortir, à se libérer. Cette expérience nous a marqués à vie. Nous avons appris plus tard, en fouillant dans les archives locales, que cet asile avait été fermé brusquement dans les années 50 après une série de traitements ratés et des décès suspects. Les rumeurs disaient que les âmes des patients tourmentés hantaient encore les lieux, cherchant vengeance ou libération. Je n'ai jamais osé retourner là-bas, et à vrai dire, je n'en ai jamais parlé à personne d'autre que vous aujourd'hui. Même maintenant, des années plus tard, rien que de repenser à ce jour me donne des frissons. Ce lieu était imprégné d'une douleur ancienne, et je suis convaincu que ce que nous avons ressenti n'était pas juste de la peur, mais la présence réelle des âmes tourmentées de ces patients oubliés. Situé dans la petite ville de Weston, en Virginie occidentale, l'asile de Trans-Allegheny Lunatic Asylum est un lieu chargé d'une histoire sombre et troublante. Construit au milieu du XIXe siècle, cet asile était à l'origine destiné à abriter quelques centaines de patients, mais au fil des décennies, il a accueilli des milliers de personnes souffrant de divers troubles mentaux. C'est dans les années 1940 et 1950 que l'histoire de Trans-Allegheny a pris une tournure particulièrement sinistre, lorsque la lobotomie est devenue une pratique courante pour traiter les patients considérés comme difficiles ou incurables. La lobotomie, promue comme une solution révolutionnaire pour calmer les patients agités, était souvent pratiquée sans le consentement des patients, et parfois même sans celui de leur famille. L'opération consistait à sectionner les connexions dans le lobe frontal du cerveau, censé être responsable des émotions et des comportements perturbateurs. À Trans-Allegheny, cette procédure a été réalisée à grande échelle, souvent sur des personnes souffrant de troubles relativement mineurs, comme la dépression ou l'anxiété. Le résultat a été catastrophique. Les patients qui sortaient de la salle d'opération étaient souvent transformés en êtres apathiques, incapables de ressentir des émotions, de penser de manière cohérente, ou de fonctionner de manière autonome. Ces « zombies vivants », comme on les appelait parfois, étaient laissés à eux-mêmes dans les couloirs sombres de l'asile, errant sans but, dépourvus de toute vie intérieure. L'asile, déjà surpeuplé et sous-financé, ne pouvait pas fournir les soins nécessaires à ces patients lourdement handicapés. Beaucoup sont morts dans des conditions misérables, oubliés par leur famille et par la société. Les récits qui ont émergé de cet endroit parlent de souffrance, de désespoir et de cruauté, créant une atmosphère de terreur et de tristesse qui imprègne encore les murs de Trans-Allegheny. Aujourd'hui, l'asile est considéré comme l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. Des visiteurs et des chasseurs de fantômes rapportent avoir entendu des voix désincarnées, des gémissements et des cris dans les couloirs vides. Des ombres furtives et des apparitions fantomatiques sont également fréquemment observées, alimentant la réputation de ce lieu comme étant un véritable enfer sur Terre. Trans-Allegheny Lunatic Asylum est devenu un symbole de la folie et de la brutalité de certaines pratiques médicales du passé, rappelant les horreurs que tant de patients ont dû endurer dans l'ombre de ces murs. J'ai un ami qui a subi une sorte de lobotomie pour des crises d'épilepsie. Il était handicapé mental avant l'opération, mais n'avait que quelques difficultés à déplacer des objets d'une main à l'autre. En général, il semblait être normal. Avant l'opération, il prenait constamment des médicaments contre les crises d'épilepsie qui l'obligeaient à manger tout le temps, le rendaient apathique,
donc je pense que sa qualité de vie s'est améliorée depuis. Au moins, à l'époque il était plus facile pour les parents de s'occuper de lui parce qu'il n'avait plus de crise tous les jours et qu'il pouvait avoir une babysitter normale et se reposer un peu. Quand j'avais 12 ans, j'habitais dans un petit village où tout le monde se connaissait. Il y avait un gars un peu plus vieux que moi, que je vais appeler David ici. David était connu dans le village, mais pas pour de bonnes raisons. Les gens parlaient souvent de lui à voix basse, et les histoires qui circulaient sur lui me donnaient des frissons. Il était obsédé par l'anatomie, mais pas dans le sens où vous pourriez l'imaginer. David passait son temps à attraper des animaux, des chats, des chiens, des oiseaux, et ce qu'il leur faisait était au-delà de l'horreur. J'avais entendu dire qu'il les tuait, mais il ne se contentait pas de cela. Il les mutilait, les ouvrait, et certains disaient même qu'il faisait des expériences sur eux. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait, mais tout le monde savait qu'il fallait l'éviter. Un jour, je rentrais chez moi après l'école quand David m'a accosté. Je ne m'étais jamais vraiment approché de lui, mais ce jour-là, il avait l'air plus normal que d'habitude. Il m'a dit qu'il avait quelque chose de super cool à me montrer dans sa voiture. J'étais un gamin de 12 ans, curieux et naïf. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai suivi. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans une pièce sombre et froide. Je ne savais pas où j'étais, mais l'odeur m'a immédiatement retourné l'estomac. Ça sentait le fer, le sang. Je me suis rendu compte que j'étais assis sur une chaise, les poignets attachés. En face de moi, il y avait cette table métallique, semblable à une table d'opération, recouverte d'instruments qui scintillaient sous la lumière faible. C'est là que j'ai vu David. Il se tenait là, calme, concentré, en train de préparer une sorte d'aiguille longue et fine. La panique a commencé à monter en moi. J'ai essayé de me débattre, de crier, mais la peur m'avait coupé la voix. Quand j'ai réussi à parler, je lui ai supplié de me laisser partir. Il ne m'a pas répondu, pas tout de suite. Il s'est simplement approché de moi avec cette aiguille, murmurant des choses que je ne comprenais pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un jeu, que ce n'était pas un cauchemar dont j'allais me réveiller. Quand il s'est approché de moi avec cette aiguille, j'ai commencé à crier de toutes mes forces. C'était un cri de terreur pure, un cri d'enfant qui sait qu'il va mourir. Il m'a frappé pour me faire taire, un coup violent qui m'a laissé sonner. Mais je continuais à crier, je ne pouvais pas m'arrêter. Par chance, ses parents sont arrivés à la maison plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. Je ne sais pas comment, mais ils ont entendu mes cris et sont venus en courant. Quand ils ont ouvert la porte, ils ont trouvé David debout, l'aiguille à la main, et moi, attaché à cette chaise, en train de pleurer et de crier. Je me souviens encore de l'expression de sa mère, de la terreur et du dégoût sur son visage quand elle a compris ce qui se passait. Ils ont réussi à me détacher et m'ont emmené hors de cette maison, loin de cette chambre macabre. Plus tard, David a été arrêté. À la police, il a avoué qu'il voulait tester quelque chose sur moi. Il voulait faire une lobotomie. Oui, une lobotomie. Il avait à peine 18 ans, mais il était obsédé par l'idée de comprendre le cerveau, de voir ce qui se passe quand on coupe certaines connexions. Il avait déjà fait ses expériences sur des animaux, et maintenant, il voulait essayer sur un humain. Sur moi. Il a été condamné à la prison, et j'ai entendu dire qu'il y est toujours. Ses parents étaient dévastés. Ils ne comprenaient pas comment leur fils, leur enfant, avait pu devenir ce monstre. J'ai appris plus tard qu'ils avaient quitté le village peu après, incapables de vivre avec ce que leur fils avait fait. Quant à moi, j'ai toujours des cicatrices, pas physiques, mais mentales. Cette expérience m'a marqué à vie. J'ai appris ce jour-là que le mal peut se cacher là où on s'y attend le moins, sous des apparences normales. J'ai longtemps fait des cauchemars, revivant ce moment où je me suis réveillé attaché, sentant cette odeur de sang, voyant cette aiguille se rapprocher de moi. Aujourd'hui, j'essaie de vivre avec, de ne pas laisser ce souvenir diriger ma vie. Mais il y a des jours, des moments, où l'ombre de David plane encore sur moi, où je repense à ce qu'il m'aurait fait si ses parents n'étaient pas arrivés à temps. Merci de m'avoir lu. J'espère que partager cette histoire m'aidera à aller de l'avant. Soyez prudents, et ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous met mal à l'aise, même s'il semble normal. Le mal se cache parfois sous les visages les plus banals.
Ce qui est arrivé à mon meilleur ami, ce qu'il est devenu, me hante chaque jour un peu plus. J'ai besoin de partager cette histoire, de l'écrire noir sur blanc, peut-être pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mon ami, que je vais appeler Alex ici, et moi étions inséparables depuis notre enfance. Nous avons grandi ensemble, partagé nos secrets, nos rêves, nos peurs. Alex était celui sur qui je pouvais toujours compter, et je pensais que rien ne pourrait jamais briser ce lien. Mais tout a changé il y a quelques mois. Alex avait commencé à se comporter bizarrement. Il devenait de plus en plus replié sur lui-même, en proie à des crises de panique inexplicables, murmurant des choses que je ne pouvais pas comprendre. Il m'a dit plusieurs fois qu'il entendait des voix, mais il n'arrivait pas à expliquer ce qu'elles lui disaient. Ce n'étaient pas ses pensées, pas ses propres voix. Quelque chose semblait se tapir dans son esprit, quelque chose de sinistre. Sa famille, désemparée, a décidé de l'interner dans une clinique spécialisée. Il pensait que c'était pour son bien, que cela pourrait l'aider à se remettre, à retrouver son équilibre. Je n'ai pas pu m'opposer à cette décision, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas la bonne solution. Quand il est parti, j'ai ressenti un vide énorme. Mais je me suis dit que ce n'était que temporaire, que bientôt il reviendrait, guéri, et que tout redeviendrait comme avant. Mais quand Alex est finalement revenu, je savais immédiatement que quelque chose avait terriblement mal tourné. Il était physiquement là, devant moi, mais ce n'était plus le même. Ses yeux, autrefois vifs et remplis de vie, étaient ternes, comme s'ils ne reflétaient plus rien. Il me regardait, mais c'était comme s'il regardait à travers moi. Il était silencieux, presque effacé, une ombre de celui qu'il avait été. Je lui ai demandé ce qui s'était passé là-bas, ce qu'il lui avait fait, mais il n'a rien dit. Juste un long silence lourd et oppressant. Au fil des jours, j'ai essayé de le faire parler, de le faire revenir à lui. Mais la personne que je connaissais semblait avoir disparu. C'était comme si quelqu'un d'autre avait pris sa place, quelqu'un de froid, détaché, vide de toute émotion. Parfois, il me regardait avec une expression de confusion, comme s'il ne comprenait même plus qui il était. Puis, il y a eu ces moments étranges, des bribes de conscience où Alex semblait revenir à lui. Il m'a dit qu'il avait l'impression d'être prisonnier de son propre esprit, qu'il entendait des voix qui n'étaient pas les siennes. Il parlait de chuchotements incessants, de murmures qui l'assaillaient jour et nuit, des voix qui le poussaient à faire des choses, à penser des pensées qui n'étaient pas les siennes. Ces moments étaient rares, et ils ne duraient jamais longtemps. Très vite, il redevenait cet être silencieux, perdu dans ses propres ténèbres. Je me demande si l'esprit de mon ami est encore là, quelque part, piégé, essayant désespérément de s'échapper. Je me demande ce qu'ils lui ont fait dans cette clinique, quel genre de traitement ils ont pu lui imposer pour le transformer ainsi. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est même plus Alex, mais quelque chose d'autre qui a pris sa place, quelque chose de sombre et d'incompréhensible. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a simplement regardé et m'a murmuré « Je ne suis plus moi ». Puis, il s'est tourné et est parti, sans un mot de plus. Depuis, je n'ai plus de nouvelles de lui. Ses parents disent qu'il est parti se reposer, mais je sais que la vérité est bien plus effrayante. Il a disparu, emportant avec lui ce qu'il restait de l'ami que j'avais connu. Je ne sais pas si je le reverrai un jour, mais une part de moi espère que là où il a trouvé la paix. Et une autre part, plus sombre, se demande si, quelque part, cet Alex que j'ai aimé comme un frère n'est pas toujours là, hurlant dans le silence de son esprit brisé. C'est une histoire qui me hante, une histoire sans fin ni explication. J'espère que partager cela ici m'aidera à faire la paix avec ce qui est arrivé, mais je ne peux m'empêcher de penser que le vrai Alex, mon vrai ami, est toujours là, quelque part, emprisonné dans les ténèbres de son esprit. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont été confrontés à une crise de santé mentale parmi les vétérans qui revenaient du front. Ces hommes avaient combattu dans des conditions extrêmement éprouvantes, traversé des expériences traumatisantes et assisté à des horreurs inimaginables. Beaucoup souffraient de ce que l'on appelle aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique, un état qui, à l'époque, était mal compris et souvent mal diagnostiqué. À cette époque, la psychiatrie n'avait pas encore développé les traitements modernes que nous connaissons aujourd'hui pour le stress post-traumatique. Les thérapies cognitives, les médicaments adaptés, et le soutien psychologique étaient pratiquement inexistants. Les médecins,
confrontés à des vagues de soldats mentalement brisés, cherchaient désespérément des solutions. Dans ce contexte, la lobotomie a émergé comme une solution radicale mais de plus en plus courante. Cette procédure consistait à sectionner ou détruire certaines connexions dans le lobe frontal du cerveau, avec l'idée que cela pourrait calmer les patients les plus agités ou traumatisés. La lobotomie transorbitale, popularisée par le docteur Walter Freeman, était une version simplifiée de cette opération, qui pouvait être réalisée rapidement et avec peu de moyens techniques. Un pic à glace était inséré à travers l'orbite de l'œil, atteignant le cerveau pour y pratiquer des lésions. Les vétérans souffrant de stress post-traumatique étaient parmi les principales cibles de cette procédure. Ces hommes, qui avaient vu et vécu des choses que personne ne devrait jamais voir ou vivre, étaient souvent agités, anxieux, sujets à des accès de violence ou de profonde dépression. Plutôt que de chercher des traitements à long terme, certains médecins, sous la pression d'une société qui ne savait pas comment gérer cette crise, ont opté pour des solutions rapides. La lobotomie semblait offrir une réponse, calmer les esprits tourmentés, rendre les patients plus dociles et gérables. Cependant, les résultats de cette procédure étaient dévastateurs. Plutôt que de retrouver la paix, ces vétérans ont été gravement mutilés sur le plan mental et émotionnel. Beaucoup sont sortis de l'opération gravement handicapés, leur personnalité réduite à une coquille vide. Ils étaient incapables de ressentir des émotions normales, de se souvenir clairement de leurs expériences passées, ou de vivre de manière autonome. Les souvenirs de guerre, qui les hantaient autrefois, étaient peut-être atténués, mais au prix de leur humanité. Les témoignages de familles et d'amis de ces vétérans sont poignants. Ils parlent de leurs proches qui sont revenus du front déjà marqués par la guerre, mais qui, après la lobotomie, étaient devenus des étrangers. Certains ne reconnaissaient même plus leurs propres enfants ou épouses. D'autres étaient incapables de réaliser les tâches les plus simples de la vie quotidienne. Les émotions qui les rendaient humains, la joie, la tristesse, la colère, l'amour avaient été effacées, remplacées par une apathie glaciale. Ces hommes, qui avaient tant sacrifié pour leur pays, qui avaient risqué leur vie pour défendre des idéaux de liberté et de justice, ont été trahis par le système médical qui était censé les soigner. Plutôt que de recevoir l'aide et le soutien dont ils avaient désespérément besoin, ils ont été soumis à une procédure barbare qui a détruit ce qu'il leur restait de normalité. La lobotomie, au lieu de calmer les esprits tourmentés des vétérans, a effacé leur identité. Ces hommes, déjà brisés par la guerre, ont été broyés par un système médical qui n'a pas su, ou voulu, voir au-delà de la solution rapide et radicale. Leur vie, leurs souvenirs, et leur capacité à fonctionner en tant qu'être humain ont été sacrifiés sur l'autel de la médecine déshumanisante. J'y ai rencontré des patients qui avaient subi une lobotomie, et c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Ces personnes étaient là physiquement, mais mentalement, elles n'étaient plus que des ombres d'elles-mêmes. Leurs émotions étaient littéralement coupées. Vous pouviez leur parler pendant 1 heure, et leur réponse se limitait à un mot ou un signe de tête. Il n'y avait plus d'expression sur leur visage, aucune trace de vie intérieure. C'était comme s'ils avaient été déconnectés de leur propre humanité. La lobotomie était censée guérir les troubles émotionnels graves, mais en réalité, elle les a réduits à des êtres apathiques, privés de toute émotion. C'est une partie sombre de l'histoire médicale, et rencontrer ces patients m'a fait réaliser à quel point il est crucial de traiter les maladies mentales avec compassion, et non avec des méthodes qui détruisent ce qui fait de nous des êtres humains. C'est une légende que j'ai entendue quand j'étais enfant, en grandissant dans un petit village du Portugal. Cette histoire m'a marqué au point que, même en tant qu'adulte, je me demande toujours s'il y avait une part de vérité derrière ce conte sombre. L'histoire se déroule dans une petite ville perdue quelque part au Portugal, dont le nom a été oublié ou effacé des mémoires. Les anciens parlaient de cette ville comme d'un endroit maudit, un lieu où quelque chose de terrifiant s'était produit il y a bien longtemps. D'après la légende, cette ville a été frappée par une étrange épidémie de comportements violents et inexplicables. Les habitants, qui avaient toujours été paisibles, ont commencé à agir de manière erratique, agressive, se battant entre eux, s'attaquant même à leur propre famille. La ville entière est rapidement tombée dans le chaos, les rues devenant le théâtre de scènes d'une violence inouïe. Les autorités locales, dépassées par l'ampleur de cette folie collective, ne savaient plus quoi faire. À cette époque, la médecine était loin de ce qu'elle est d'aujourd'hui,
et face à cette situation, les dirigeants de la ville ont pris une décision radicale, ils ont imposé la lobotomie comme traitement obligatoire à tous ceux qui montraient des signes de violence. La lobotomie, pour ceux qui ne le savent pas, est une procédure chirurgicale barbare qui consiste à sectionner certaines connexions dans le cerveau, notamment celle du lobe frontal, pour supprimer les émotions ou guérir des comportements jugés anormaux. Ce que peu de gens savent, c'est que la lobotomie a en fait été inventée au Portugal par un neurologue nommé Antonio Egas Moniz, dans les années 1930. À l'origine, cette technique était censée aider les personnes souffrant de troubles mentaux graves, mais elle est rapidement devenue une pratique controversée et souvent utilisée de manière abusive. Dans le cas de cette ville maudite, les résultats de ces lobotomies imposées ont été bien pires que ce que les autorités avaient espéré. Au lieu de calmer les habitants, les opérations ont transformé les patients en véritables zombies. Les personnes qui avaient subi la lobotomie n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes, de simples coquilles vides, incapables de ressentir quoi que ce soit. Mais ce n'était pas tout. Ces personnes, bien que physiquement présentes, étaient hantées par des visions cauchemardesques. Elles parlaient de formes sombres qui les suivaient, de murmures sinistres qui résonnaient dans leurs esprits, et de souvenirs déformés de leurs actes violents. Certains disaient qu'ils pouvaient voir les visages de ceux qu'ils avaient blessés ou tués, flottant autour d'eux comme des spectres vengeurs. La ville, autrefois vivante et animée, était devenue un village de zombies. Les rares personnes qui n'avaient pas été lobotomisées ont fui, laissant derrière elles une cité fantôme peuplée de corps vivants mais d'esprits morts. On dit que ceux qui osaient s'aventurer dans cette ville étaient accueillis par des regards vides et des gémissements sourds, les derniers vestiges de ceux qu'étaient autrefois les habitants. Des années plus tard, on a découvert que l'origine de cette épidémie de violence était en fait due à un empoisonnement de l'eau. Une source d'eau contaminée par des substances toxiques avait lentement empoisonné les habitants, affectant leur cerveau et les poussant à la folie. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. La ville avait été détruite, ses habitants sacrifiés sur l'autel de l'ignorance et de la peur. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou si elle n'était qu'un conte que les anciens racontaient pour faire peur aux enfants, pour les empêcher de s'aventurer trop loin de la sécurité de leur foyer. Mais ce que je sais, c'est que cette légende a toujours résonné en moi comme un avertissement sur les dangers de la peur, de l'ignorance, et des solutions faciles aux problèmes complexes. Quoi qu'il en soit, cette histoire continue de me hanter. Quand j'y repense, je me demande combien d'autres villes, combien d'autres vies ont été détruites par des décisions prises dans l'urgence et la panique. Peut-être que cette légende n'est qu'un reflet des erreurs du passé, un rappel que nous devons toujours chercher à comprendre avant de juger et d'agir. Merci de m'avoir lu. Si vous avez déjà entendu parler de cette légende ou de quelque chose de similaire, je serais curieux de connaître votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans cette histoire ? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.